Donc, bienvenue à notre conférence sur les impacts de la décarbonation industrielle sur la décarbonation du bâtiment. Donc, nous allons regarder avec deux industriels, enfin 3 industriels, si on compte EDF, qui en est un aussi, quels sont ce qui a été mis en place, quel est le cadre général de la décarbonation qui s'impose un peu à tout le monde, y compris aux industriels, depuis plusieurs années. Et donc, quel est leur retour d'expérience avec donc le témoignage de Philippe Rago, qui est directeur de marché chez Unilin Insulation, et avec Éric Baudry, qui est directeur des affaires publiques chez Intuis, et qui va commencer tout de suite par nous expliquer ce qu'est Intuis, parce que ce n'est pas forcément bien maîtrisé par tout le monde. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très rapidement, Intuis, une nouvelle entité pour un groupe que certaines et certains d'entre vous connaissent. Enfin, j'espère. Groupe Muller, entreprise industrielle et familiale, entreprise française, 6 sites de production, avec des marques connues dans l'univers du chauffage électrique, Erelec, Applimo, Campane, Noireau, OR pour les solutions thermodynamiques, notamment la pompe à chaleur et les chauffe-eau. France Énergie sur les solutions sur boucle d'eau. Donc voilà, une évolution, un changement de gouvernance, politique de transformation en interne du groupe. Et donc l'ensemble de nos marques ont convergé depuis le 8 septembre dernier sous l'appellation Intuis. C'est toi qui as la main ? Okay. Très rapidement, Intuis, pour faire très simple, on ne va pas s'apesantir sur le sujet, ça n'est pas l'objet. Intuis vous avez tous fait latin, première langue, donc ça va être facile. Intuis vient d'intuitio, qui est l'intuition en latin. L'anagramme étant d'ailleurs in situ, pour les plus puristes, qui base son expérience essentiellement sur le confort et sur le bien-être à l'intérieur du logement et qui place l'humain, l'individu en tant que tel, au centre de nos préoccupations, c'est-à-dire à la fois en tant que client, mais également en tant que client, puisque nous sommes, comme vous le savez, sur une chaîne longue de commercialisation auprès de toutes les filières de la construction, puis de la distribution et des installateurs. Voilà. Petite présentation aussi d'Unilin. Oui. Donc il manque un S à division, nous le savons, ça a été corrigé, mais pas dans la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je représente Unilin Insulation. En quelques mots, donc Unilin, c'est une entreprise belge, voilà, basée aujourd'hui sur 3 divisions. Une division qui est aujourd'hui importante pour nous, qui est tout ce qui touche au parquet, une division qui touche à tout ce qui est bois de construction, qui s'appelle Panels, et moi-même qui représente la société Insulation pour tout ce qui est solution d'isolation à partir du polyuréthane. Voilà. Donc nos ambitions autour du groupe, c'est de créer des solutions aujourd'hui saines, durables et en cohérence avec les objectifs d'efficacité du bâtiment en termes d'énergie et en termes de carbone. Voilà. Et puis, donc, je me présente, Nathalie Mougeot, EDF. Donc, EDF, petite start-up de l'énergie qui fait un petit buzz médiatique en ce moment. Vous avez pu le constater. Donc, qui est depuis longtemps axé bas carbone, ce qui s'est traduit dans sa raison d'être depuis 3 ans, qui est construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants, et qui agit principalement sur 4 domaines d'activité: la production d'électricité, le transport, la distribution, à travers RTE, Enedis notamment, et les concessions EDF, et la fourniture d'énergie et les services énergétiques avec ses filiales, dont les plus connues peuvent être Dalkia, Isivia, EDF, ENR et autres. Et enfin, l'optimisation et le trading, qui dans ces périodes d'effacement prend des proportions importantes. Alors, justement, le carbone. Le carbone, c'est devenu un critère à la fois déterminant et contraignant pour tous les secteurs d'activité. Donc on le voit beaucoup aujourd'hui dans le bâtiment, mais ce n'est pas nouveau pour les industriels. Depuis plusieurs années déjà, ils sont obligés de décarboner leur activité. Ça s'explique par quoi? Ça s'explique par la mise en œuvre de politiques majeures qui ont été faites à tous les échelons, en fait, au niveau mondial avec le pacte UNFCCC,
Au niveau européen avec le Green Deal qui a tendance à s'accélérer ces derniers temps et à imposer un rythme de plus en plus rapide de réglementation qui s'impose à l'ensemble des pays européens. Et au niveau national, avec tout ce que vous avez pu voir, la stratégie nationale bas carbone qui en est à sa 2e version et qui passera bientôt à la 3e. Concrètement, ça se traduit par un cadre législatif qui est en évolution rapide et de plus en plus rapide, comme le montre un peu ce graphique. Donc on retrouve tout le cadre énergie-climat qui s'était retrouvé depuis 2014, mais les industriels étaient déjà contraints pour une grande partie avec le PNAC, donc le Plan national d'adaptation au changement climatique, et notamment les quotas CO2 qui s'appliquaient depuis déjà 2011. On le retrouve dans différents textes de loi qui vont toucher tant l'industrie que le transport ou encore le bâtiment depuis une période un peu plus récente. Donc ça se retrouve à travers la loi de transition énergétique, la stratégie nationale bas carbone et le plan de programmation pluriannuel, le PPE, de l'énergie, qui vont définir quelle énergie utiliser pour quel usage et quelles sont les énergies qui existeront encore à l'horizon 2050 avec quelle progressivité d'usage et de production de ces énergies. Alors quand je dis que ça s'accélère parce que on le voit, ces stratégies ne sont pas très anciennes. La stratégie nationale bas carbone 2 et le plan pluriannuel énergétique 2 sont rentrés en application en 2021. Et on voit déjà qu'ils sont en révision, ce qui était prévu par la loi climat et résilience, avec la loi de programmation énergétique et climat, la LPEC, qui va intervenir, qui doit rentrer en vigueur au 1er juillet 2023. Les textes doivent sortir avant le 1er juillet 2023 et elle va refondre l'ensemble de ces textes. Donc on aura une stratégie nationale bas carbone 3 qui donnera encore des objectifs resserrés, un plan pluriannuel de l'énergie 3 et un PNAC 3. Voilà. Dans le même temps, viennent se greffer d'autres contextes comme le Green Deal, qui là aussi accroît les objectifs de décarbonation à des horizons très rapides, 2025-2030. Donc voilà, des textes en continuelle évolution et qui viennent s'appliquer à tous. Alors tout ça amène à des objectifs ambitieux de réduction et on le voit. Finalement, aujourd'hui, on a du mal à respecter les budgets qui ont été fixés, les budgets climat qui ont été fixés par le plan, par la stratégie nationale bas carbone. D'où on est passé d'un contexte incitatif à un contexte contraignant et répressif. Et pour obtenir cette neutralité en carbone en 2050, où vous voyez qu'on va passer d'émissions qui sont aujourd'hui aux alentours de 450 millions de tonnes CO2 équivalent à 80 millions à peu près pour l'ensemble des secteurs d'activité de la France en 2050. Donc comment réussir à faire cette transition ? C'est toute la question et c'est toutes les politiques qui sont mises en œuvre à travers ces différents plans que je vous explicitais auparavant. Vous voyez que ça touche tous les secteurs. Donc le secteur de l'industrie que vous retrouvez en violet, qui vous voyez est soumis à une forte réduction, comme le secteur du bâtiment qui est en bleu et qui en fait arrive à quasiment zéro dans la neutralité carbone en 2050, alors que jusqu'à présent, il a très peu réduit ses émissions sur les 15 dernières années. Vient s'ajouter à ça un prix du carbone qui devient très significatif dans le prix des produits que vous utilisez. Alors significatif, pourquoi ? Parce que vous allez le retrouver à la fois dans le prix de l'énergie, à travers le prix carbone qui est fixé aujourd'hui. Vous avez une part carbone dans votre facture d'électricité ou gaz, et vous allez le retrouver dans tous les produits que vous utilisez, à travers notamment les quotas CO2 qui viendront grever le prix des produits industriels.
Et comme vous pouvez le voir, on est passé d'un prix qui représentait, enfin d'un coût global en milliards de dollars de 22 milliards de dollars en 2016 à un coût qui est aujourd'hui, qui a plus que doublé, qui est à 47,8 milliards en 2019 et la part augmente encore fortement en 2021. Donc ça vient gréver le prix de vos produits et donc d'où la nécessité pour les industriels de décarboner leurs produits aussi pour limiter finalement leurs coûts. De plus, sont dû s'ajouter des responsabilités, des obligations en termes de responsabilité sociale des entreprises. Et ça, cela se retrouve notamment dans les obligations de faire des bilans carbone pour toutes les grandes entreprises, mais aussi, plus récemment, par tout ce qui est demandé au niveau du financier, avec ce qu'on appelle la taxonomie européenne, où finalement, vous aurez quand vous ferez une demande de prêt pour les industriels comme pour les promoteurs, enfin, les personnes du bâtiment, 80% à peu près des données que vous devrez donner seront de l'extra-financier et seront sur des données environnementales. Donc aujourd'hui, la donnée environnementale de vos projets, de produits, des actions que vous allez faire, va devenir un critère prédominant pour obtenir des emprunts à taux classique. Donc, là aussi, c'est une nouvelle contrainte qui vient peser sur les industriels et sur le monde du bâtiment. Alors, l'idée, c'est de vous donner quelques clés de comment se sont déjà organisés les industriels pour répondre à cette contrainte. Puisque, comme je vous le disais, ça fait déjà, eux, quelques années, à travers les quotas CO2, notamment, qu'ils y sont contraints. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde un bilan carbone, il y a 3 niveaux de carbone. En général, les gens commencent par travailler par ce qu'on appelle le scope 1, c'est-à-dire les émissions directes. Concrètement, c'est quelle énergie j'utilise, est-ce que j'utilise des énergies fossiles, et ça rentre directement dans mon bilan, et ça va me donner les tonnes de CO2 associées. Pareil, quel type de procédé, quel type d'utilisation sur place j'en fais, tout ça, sur les process notamment, tout ça va rentrer dans le scope 1. Et c'est donc la première partie qu'on va regarder pour décarboner. Mais aujourd'hui, quand on regarde le bilan carbone, on va regarder 2 autres niveaux qui sont les émissions indirectes de la production. Autrement dit, j'utilise de l'électricité. Certes, elle est décarbonée, mais pour autant, il a fallu peut-être un peu de carbone pour la produire. Ou j'utilise de la vapeur. Elle m'arrive par un réseau de chaleur vertueux, mais il a fallu un peu de carbone pour la produire. Donc ça, c'est ce qui est considéré dans les émissions de scope 2 et donc dans les émissions indirectes de premier niveau. Et puis, il y a le scope 3, c'est-à-dire la partie d'émissions, des autres émissions indirectes. Et là, on va regarder tout ce qui entoure l'entreprise ou le bâtiment, c'est-à-dire comment je fais venir mes matériaux, quel est le poids carbone des matériaux que j'utilise, comment mes salariés se déplacent, quelle énergie j'utilise dans mes bâtiments de bureaux. Donc voilà, on va regarder un peu plus largement combien j'utilise de papier, quel est le poids carbone du papier utilisé. Donc on va regarder un peu plus globalement l'ensemble de nos activités et pas uniquement l'activité de production. Donc, pour décarboner tout ça, il a fallu activer rapidement tous les leviers de décarbonation et c'est la bonne période pour le faire puisqu'il y a en ce moment un certain nombre d'aides qui sont faites. Donc, quels sont les leviers, les principaux leviers de décarbonation? On va retrouver, vous en entendez beaucoup parler depuis quelques temps, en tout cas depuis quelques mois, la sobriété énergétique. Autrement dit, effectivement, comment je peux réduire ma consommation, ce qui va avec l'efficacité énergétique. Donc la sobriété est plutôt sur un comportement. L'efficacité énergétique va être plus sur de l'investissement pour permettre d'optimiser ces process, d'avoir des équipements plus efficaces ou des process plus efficaces. Et puis, qu'est-ce que je vais introduire comme décarbonation des systèmes que j'utilise, que ce soit dans les produits que j'utilise ou dans finalement les énergies que j'utilise pour faire ma fabrication. Tout ça est forcément renforcé depuis quelques mois dans le contexte géopolitique où on a vu une envolée très importante du prix du gaz comme du prix de l'électricité et des prix d'ailleurs des autres énergies fossiles dans la foulée.
Donc prix qui s'est envolé, comme vous avez pu le constater, comme la presse en fait le relais tous les jours, sur lequel pour la France on a quand même été pas mal protégé par le bouclier tarifaire et l'amortisseur tarifaire l'amortisseur électricité qui va arriver. Pour autant, malgré tout, ça pèse quand même sur le bilan des entreprises aujourd'hui et sur le bilan de tout à chacun, je dirais, chez soi. Unilin, petit retour d'expérience de ce qui a été mis en place. Merci Nathalie. Donc chez Unilin, on est, comme disait Nathalie, on est une grande entreprise et il a fallu déjà mettre en place des actions à court et à moyen terme donc, pour pouvoir décarboner notre activité. Alors nous, on a mis en place une stratégie RSE, là, donc on a appelé One Home autour de 3 piliers qui sont Our Home, Your Home et Planet Home. Donc sans m'attarder sur Our Home, excusez-moi, on est dans un groupe international. Là, ce qui touche tout ce qui est au bien-être au niveau du travail et de la sécurité de nos collaborateurs. Your Home, clairement, qui est l'angle de développer des produits aujourd'hui, comme je le disais précédemment, sains, efficaces pour l'occupant. Bien évidemment, au niveau du bâtiment, on sait qu'aujourd'hui, près de 40% donc de l'énergie aujourd'hui nécessaire à construire, exploiter, démolir, rénover éventuellement un bâtiment et représente également de l'ordre de 30% des gaz à effet de serre générés sur tout son cycle de vie. Donc il est important aujourd'hui, donc Your Home, donc dans notre partie à nous, l'isolation reste quelque chose de très important au niveau du cycle du produit. Et Planet Home, c'est tout ce qui touche aujourd'hui effectivement la décarbonation donc, de nos activités, de nos usines. Nous nous sommes fixés de grosses ambitions puisque à l'horizon 2030, sur l'ensemble du groupe, nous souhaitons réduire de 42% nos gaz à émissions, nos gaz à effet de serre. Voilà. Alors, ce qui concerne Unilin Insulation, puisque je représente Unilin Insulation, on a 4 aujourd'hui leviers qui sont mis en place en termes d'objectifs. C'est surtout sur la partie produit, donc 0 déchet mis en décharge d'ici 2023, 0 déchet de chantier mis en décharge d'ici 2025, 0 déchet démolition d'ici 2030. Donc, il faut savoir qu'il y a la REP qui se met en route à partir de janvier 2023. Le polyuréthane en lui-même n'est qu'une infime partie aujourd'hui des déchets aujourd'hui de chantier. C'est important par le biais de cette réglementation d'organiser, on va dire, la filière. En ce qui concerne les panneaux, dans notre propre process, aujourd'hui, nous avons comme objectif de recycler 90% de nos déchets de production aujourd'hui, d'ici 2030. 90% des déchets de chantier, puisqu'il va falloir réincorporer également tout ce qui est issu de la construction. Et 35% de recyclage des déchets de démolition, puisqu'il faudra quand même à un moment donné démolir pour reconstruire. Voilà. En ce qui concerne les produits de nos matières premières, nous travaillons déjà avec même si on est encore à l'aube sur des matières pétrochimiques, d'avoir des produits issus de l'économie circulaire, on incorpore déjà près de 5% d'ici 2025 de produits issus du recyclage des produits. D'ici 2030, 30% et 100% d'emballage issus de l'économie circulaire. Déjà, je vous verrai un exemple après de ce qu'on fait en usine. Et sur la partie purement exploitation, en scope 2, comme on l'a expliqué, d'ici 2024, de réduire de 34% et en 90% d'ici 2030, 1 et 2. On veut tendre vers une neutralité à l'horizon 2030. Voilà. Quelques produits que nous avons développés, ce qu'aujourd'hui on considère chez Unilin que la mixité des produits va dans le sens de la décarbonation. Aujourd'hui, on associe sur des produits comme nos isolants de toiture, un mixte par exemple de laine de bois associée à du polyuréthane. C'est l'avantage du polyuréthane par sa résistance thermique à faible épaisseur associé à une laine de bois qui amène du confort par sa masse. Voilà.
quelques exemples sur nos usines que nous avons mis précédemment. Nous avons sur notre site de Feu-Louis mis en place 2 éoliennes aujourd'hui qui couvrent, vous voyez, 71% du besoin de l'usine. Et nous avons déjà installé près de 15 000 panneaux photovoltaïques sur l'intégralité sur notre site de Desselgem, qui est notre siège. Et très prochainement, notre site en Auvergne-Rhône-Alpes, près de Saint-Étienne, va être équipé également de panneaux photovoltaïques pour être quasiment en autoconsommation sur la partie électrique du site, avec EDF. Voilà. Je vous présenterai après quelques solutions. Alors sur nos emballages, nous avons déjà travaillé puisque nous avons réduit l'épaisseur déjà de nos films transparents, enlevé du colorant, enlevé des marquages. On est sur un film là qui est quasiment recyclable à l'infini au niveau de nos conditionnements et sur la totalité de nos usines en Europe. Une twist. Alors, de quelle manière est-ce que ça se traduit? Aujourd'hui, juste en ouverture, on ne l'a pas fait figurer ici, sur 6 sites industriels, la totalité de nos sites sont classés, sont systématiquement 0 rejet, à commencer par les produits lessiviels, puisque qui dit utilisation de l'acier dit utilisation. On va la garder celle-là pour la prochaine. Utilisation de produits gras, notamment pour l'emboutissage. Donc toutes les eaux sont systématiquement traitées, recyclées. Nous sommes sur des sites 0 déchet. De manière pratique, comment est-ce que ça se transforme? Comment est-ce que ça se démontre? Nouvelle identité, nouveau siège. Nous avons aujourd'hui un siège historique qui est basé dans Paris. Nous déménageons au mois de mars 2023 sur un site qui est à Suresnes, sur un peu plus de 2500 mètres carrés et qui est aujourd'hui équipé de ventiloconvecteurs sur boucle d'eau et qui fonctionnent sur du R410A. Les plus techniques d'entre vous savent qu'à partir de 2025, ces gaz ne seront plus utilisables. Le fait de reprendre un bail sur un régime 369 nous amène à remplacer la totalité. Bien évidemment, charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous allons utiliser des produits par le groupe qui sont donc des pompes à chaleur sur boucle d'eau, qui utilisent un fluide à faible impact et du SLO 5.0 et qui a surtout la possibilité d'assurer un service 4 en 1, production de chaleur, renouvellement d'air, rafraîchissement et récupération thermique de l'énergie. Le bilan auquel on arrive aujourd'hui, à dire d'experts, je ne suis pas ingénieur mais je me soigne, c'est d'arriver à une réduction de la part de consommation d'énergie entre les systèmes utilisés aujourd'hui et les systèmes à venir que de 30% et une part des émissions de carbone qui est de 20%. Le bâtiment étant déjà équipé avec des solutions électriques, énergie faiblement carbonée, c'est ce qu'elle m'a dit de dire. Donc on arrive aujourd'hui à une réduction de l'ordre de 20% de la part carbone. Oui, vas-y. Sur nos sites industriels, même conditions de déploiement. Aujourd'hui, l'ensemble de nos sites sont chauffés et pour les locaux et pour les bâtiments administratifs avec des chaudières à gaz à condensation plutôt efficaces, mais pas suffisamment en tous les cas. Nous allons remplacer d'ici le mois de mars également l'ensemble de ces équipements par des pompes à chaleur 80 kW en batterie. Ce sont des produits que l'on utilise aujourd'hui. C'est d'ailleurs la première solution utilisée en logement collectif et commercialisée déjà depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Ce sont des produits qui seront utilisés à la fois pour la production de chauffage et pour la production de chaude sanitaire. L'impact énergie, évidemment, il est évident. En termes de conso et par conséquent en termes de coût, on arrive aujourd'hui à 45%. Alors oui, ça reste une projection, voyons à l'usage. Et la part carbone, elle passe évidemment à 42% dès lors qu'on passe d'une énergie gaz à une énergie purement électrique. Non, c'est bon. Non, c'est pas moi. Non, c'est moi. Côté EDF, la décarbonation est déjà largement engagée depuis plusieurs années, puisqu'on a divisé par plus de 2,5 le poids carbone du kilowattheure électrique au cours des 20 dernières années, enfin des 15 dernières années. Ce qui permet à EDF aujourd'hui d'avoir le meilleur bilan carbone des énergéticiens au niveau mondial. Et au niveau de la plaque européenne, grâce au poids carbone d'EDF, ça permet de réduire, de diviser par 5 les émissions carbone au niveau européen sur la production d'électricité. Il
faut quand même avoir ça en tête quand on parle de compétitivité. Aujourd'hui, on a des nouveaux engagements qui sont pris et qui sont très forts, qui ont été renforcés en 2020, notamment maintenant que vous maîtrisez tout sur les scopes, sur le scope 3, donc sur tout ce qui est les autres émissions indirectes, et où on a un engagement par rapport à 2020 de réduire déjà de 8% en 2023, donc avec pas mal de choses qui sont mises en place au niveau des salariés, sur le développement de la mobilité électrique, sur la réduction des déplacements aussi, sur le moindre usage du papier, la limitation de la vidéo dans les Teams pour éviter la consommation d'énergie. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et puis des engagements forts pour 2030 avec moins 28% sur ce scope 3. Le tout est couplé avec un renforcement de nos axes stratégiques. Donc c'est ce qu'on appelle pour nous le CAP 2030. Donc c'est vraiment les grands objectifs qu'on se fixe à l'horizon 2030. Avec développer beaucoup plus de services et de solutions pour accompagner nos clients. Donc c'est non seulement pour nous, mais aussi pour nos clients, leur proposer des aides et des accompagnements et des services leur permettant de décarboner leurs produits ou leur production. Devenir le leader mondial de la production d'électricité neutre en CO2, donc c'est supprimer tout ce qui est fossile, notamment au niveau mondial, dans la production de CO2, et puis dans la production d'électricité, et puis développer les énergies renouvelables, et puis se renforcer aussi à l'international sur ces volets-là, en développant notamment les ENR, les énergies renouvelables et l'hydraulique au niveau national. Et je vous en parlais aussi, c'est tout ce qui est l'effacement et la possibilité voilà, de déplacer ou d'effacer un certain nombre de kilowattheures pour qu'ils puissent être le plus vertueux possible. Donc, si on regarde tout ça, quel impact pour les métiers du bâtiment ? Concrètement, tout ça se traduit dans les métiers du bâtiment par une réduction de l'empreinte carbone du bâtiment de manière générale. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qui est prévu dans la stratégie nationale bas carbone, enfin, d'abord la photo. La photo, vous le voyez, le bâtiment, c'est principalement du scope 1, donc c'est-à-dire l'énergie utilisée, et notamment l'énergie fossile utilisée dans le bâtiment, qui va prendre la plus grande partie. Vous avez derrière le scope 2, c'est-à-dire les énergies qui sont produites ailleurs, donc l'électricité, la vapeur, la chaleur amenée par les réseaux de chaleur, et puis une grande partie quand même qui est non négligeable, qui est la construction et la rénovation, donc tous les matériaux utilisés pour cette construction et cette rénovation. Et c'est ce qu'on va retrouver principalement dans les deux champs d'action sur la stratégie nationale bas carbone. Pour que vous ayez bien en tête ce qui est en train de se profiler, donc globalement, vous l'avez vu, la stratégie nationale bas carbone prévoit une réduction progressive du carbone à la fois en construction et et l'AE 2020 et en construction et dans les énergies utilisées. Mais pour les énergies utilisées dans le bâtiment d'une manière générale, ce qui est prévu, c'est une décarbonation à 95% en 2050. Donc voilà. Alors que c'est bientôt, alors que l'efficacité énergétique qui est demandée dans le bâtiment, c'est-à-dire la sobriété, la réduction de la consommation sur les bâtiments existants, elle est de 45% dans cette stratégie nationale bas carbone. Donc on voit bien qu'il faut non seulement passer sur des produits, sur de l'efficacité énergétique, de la sobriété, mais aussi bien travailler sur l'usage d'énergie décarbonée. L'autre point, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans la RE 2020 et qui devrait progressivement aussi arriver dans la rénovation, c'est justement tout cet impact qui est vu de ce que fait l'industrie de la décarbonation des produits industriels. Ça intervient finalement sur le scope 3 du bâtiment. Donc ce qu'on voyait, c'est tous les matériaux et les équipements utilisés dans le bâtiment et la manière dont ils sont amenés dans le bâtiment. Et donc, tout ce qui a été fait par les industriels, ce qui est entamé et qui se poursuit par les industriels, vous allez le retrouver finalement dans ce scope 3 au niveau de la construction neuve et de la rénovation. Alors ça apparaît comment ? Ça apparaît à travers ces fiches, FDES, donc fiches de déclaration environnementale et sanitaire, ou
Ça c'est pour tout ce qui est matériaux, ou ces fiches équipements, qui sont les profils environnementaux des produits, les PEP, qui sont faits maintenant par chaque industriel pour définir quel est le poids carbone du produit qu'ils vendent. Tout ça est intégré ensuite dans l'IC Construction, qui est un des nouveaux indicateurs mis en place par la réglementation environnementale de 2020. Et donc c'est dans ce facteur-là que vous allez retrouver finalement le lien avec le bâtiment, puisque je vous rappelle qu'il y a des seuils à respecter qui ont été mis en place, qui sont dégressifs le temps de donner aux industriels la possibilité de s'organiser et de décarboner leur propre industrie. Voilà. Mais aller chercher ces fiches les plus vertueuses possibles, le plus tôt possible, redonnera aussi aux acteurs du bâtiment la possibilité de retrouver un souffle, enfin en tout cas de retrouver de conception. Voilà, en termes de conception, de retrouver un peu plus de possibilités architecturales s'ils utilisent des produits décarbonés. Sinon, ils seront très contraints pour ne pas dépasser ces seuils d'IC Construction. Pour l'énergie entrante dans le bâtiment, là, vous allez le retrouver dans le neuf, là aussi, avec le nouvel indicateur qui a été mis en place, qui est l'IC Énergie, donc l'indicateur carbone-énergie, qui apparaît dans la RE 2020. Ces deux indicateurs formant l'indicateur carbone bâtiment, qui est intégré dans cette RE 2020. Est-ce que vous pouvez un exemple avec une ILA ? Oui. Alors, comme le disait Nathalie, donc, nos produits aujourd'hui rentrent aujourd'hui dans le bâtiment, dans la partie produits de la construction. Et donc, nous sommes régis aujourd'hui par une FDES. Donc, il faut savoir que nous avons été parmi les premiers en 2017 à avoir une FDES, notamment à la demande d'EDF pour pouvoir faire des calculs à l'époque de l'antichambre de la RE 2020 qui était la E plus C-. Un exemple aujourd'hui sur une maison par exemple de 100 mètres carrés, j'ai fait quelque chose d'assez simple avec un polyuréthane sous chape de 100 mm. Voilà. Si vous n'avez pas de FDES, aujourd'hui, dans la base INIES, il y a quand même des fiches forfaitaires permettant de faire le calcul. Et on voit aujourd'hui que la fiche forfaitaire, le poids d'une plaque de polyuréthane de cette épaisseur-là s'élèverait à 33 kg. De par notre calcul issu de nos FDES de 2018, on voit déjà que le fait d'en avoir une permet quand même d'abaisser considérablement le poids carbone de cette plaque au niveau du bâtiment. Sur cet exemple-là, on voit quand même que le polyuréthane, en tout cas, sur cette application, ne représente pas plus que 3% du bilan total. Voilà. Et avec toutes les actions que nous menons en termes de décarbonation de nos activités, nous avons lancé à nouveau un calcul de nos FDES que nous espérons avoir en 2023 pour un objectif de réduction au l'ordre de 20%. Et il est clair qu'au travers de toutes les actions, on souhaite aujourd'hui être cohérent avec toutes les nouvelles exigences en termes de réduction de poids carbone sur les différents seuils qui sont demandés de 2025-2031. Voilà. L'isolation reste un très bon contributeur puisque effectivement on a deux actions, effectivement on en a besoin, c'est du carbone bien dépensé pour en économiser, notamment sur la partie énergétique. Voilà. Rapidement, parce que je pense je viens de comprendre qu'on avait une contrainte horaire. Solutions thermodynamiques dans le collectif, qui sont des solutions qui sont présentées sur le stand un peu plus bas. Solutions individuelles, très rapidement, des chauffe-eau thermodynamiques montés en collectif avec un conduit de type 3CE, tel que vous pouvez le connaître aujourd'hui. La grande évolution est surtout sur le Z7, qui est un chauffe-eau thermodynamique qui va permettre à la fois de produire de l'eau chaude sanitaire en mode thermo, d'assurer du chauffage, mais également d'assurer du rafraîchissement dans des logements de petite surface. Idéalement, c'est le produit type du chauffage électrique, c'est-à-dire qu'on peut très bien intégrer ce type de solution. C'est ce qui a été modélisé dans des appartements dont la surface n'excède pas 60 mètres carrés. Et c'est un produit qui commence à se développer dans un certain nombre d'études. Et puis la traditionnelle HTI DS 170, qui était une pompe à chaleur RO, qui assure la production de chauffage d'eau chaude sanitaire. Et la prochaine version d'ici le printemps 2023
permettra d'assurer également du rafraîchissement. C'est un produit qui est surtout utilisé ça dans les solutions individuelles en collectif pour les constructions horizontales. Pour les solutions collectives de grosse puissance, pompe à chaleur, donc grosse puissance 80 kW, 70 ou 80 kW, RO, production de chauffage, production d'eau chaude, une première version Megapack qui assure la production d'eau chaude sanitaire seulement, Zepack qui permet d'assurer la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, et une troisième version qui est en cours de finalisation également pour vraisemblablement début 2024, qui sera en capacité d'assurer la production de chauffage et de production d'eau chaude comme on le connaît aujourd'hui, mais également de rafraîchissement. Je parle bien de rafraîchissement et non pas de climatisation. Ça n'est pas la même technologie, ça n'est pas le même métier. Un climatiseur n'est pas fait pour faire du chaud et un climatiseur n'est pas fait pour produire de l'eau chaude non plus. Ça n'est pas gratuit et ça n'est pas une balle perdue. Rapidement, un vrai tableau d'ingénieur, je vous le laisse. Ce qui est important surtout, c'est la partie gauche de l'écran. Nous avons aujourd'hui sur le modèle que j'ai présenté rapidement juste précédemment ce qu'on appelle le Zepack, donc qui est une pompe à chaleur 80 kW, qui est la première, à ma connaissance, la seule aujourd'hui. La seule PAC aujourd'hui. La seule PAC collective aujourd'hui RO de grosse puissance qui bénéficie d'une fiche PEP. Et c'est un produit qui se déploie de deux manières aujourd'hui dans les différents programmes de construction. Dans la construction neuve, dans le cadre des travaux de la RE 2020, qu'on avait déjà anticipé par le passé, et de manière plutôt accélérée depuis le mois de mai de cette année, dans le logement collectif, en rénovation, en remplacement de chaudières fuel. Il en reste encore quelques-unes, mais majoritairement de solutions de chaudière gaz. Très rapidement, simplement le second titre qui est important, quand on fait la comparaison entre, lors de la mise en place d'une pompe à chaleur collective, double service en lieu et place d'une chaudière gaz, toujours dans le collectif, nous avons un taux d'émission de carbone qui est réduit de 40%. Ok. La valorisation de lycée construction, donc sur l'ensemble des lots, ce qui permet surtout de mettre en avant cet appui deux fois, on doit avoir trois rectangles, trois fois. Voilà. On a des solutions, on a simplement fait une comparaison entre les solutions existantes développées par Intuis, anciennement OR, avec des solutions gaz collectif avec un chauffe-eau thermodynamique également adapté au collectif. Je vous laisse simplement apprécier les valeurs, mais la marge du 7,96 qui est cerclé en rectangulaire fait partie des impositions IC Construction qu'évoquait Nathalie tout à l'heure. Donc voilà, un fort gain en énergie comme en carbone. Donc c'est des exemples de solutions qui effectivement vont participer à l'efficacité énergétique comme à la réduction du carbone grâce à des industriels qui ont commencé cette décarbonation. Alors non, certains des concurrents commencent aussi à sortir des packs haute puissance, enfin des fiches FDES sur les packs haute puissance. Voilà, donc ça se retrouve et Intuis propose en plus un accompagnement sur mesure pour tous les projets qui pourraient être faits industriels, sachant en collaboration avec EDF, sachant que effectivement vous pouvez reproduire les expériences qui ont été menées sur vos propres sites. De la même manière, EDF, comme je vous le disais, ça fait partie de nos objectifs de CAP 2030, développe de plus en plus des offres autour de l'énergie.